Alice au Pays des Merveilles, c'est l'histoire d'un projet qui aurait mis 13 ans à se matérialiser. Et j'ai l'impression de dire ça pour tous les films de Disney. Sérieux, il avait combien de projets en tête en même temps, le gars? Enfin, pour le dire plus clairement, dans d'autres circonstances, ça aurait même pu être le premier film de Walt Disney. L'idée était, au début des années 30, de faire une version mi-live action, mi-dessin animé. Ouais, comme Space Jam si vous voulez. Mais qui était surtout inspirée d'une série de courts-métrages produits par Disney quelques années plus tôt. Alice in Cartoonland, ou les Alice Comedy. Sauf qu'en 1933, la Paramount a sorti sa propre version du conte, et le projet a été reporté une première fois, mais restera toujours dans le coin de la tête de Walt. En témoignent ce cartoon de Mickey et ce livre au début de Pinocchio, dont on avait déjà parlé. Au niveau de la production, on notera que les comédiens de doublage étaient plutôt connus, et qu'ils ont pour la première fois leur nom sur l'affiche, et que la majorité des plans ont d'abord été tournés pour de vrai, pour servir de base aux animateurs. Technique déjà utilisée pour Cendrillon d'ailleurs. Mais si je passe très vite sur la production, c'est d'abord parce qu'on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, mais surtout parce que là où il y a beaucoup à dire, c'est sur Lewis Carroll, l'auteur du livre original. C'était un personnage particulier. Quand on lit ou regarde Alice au Pays des Merveilles, on se dit que le gars qui a écrit ça était totalement fou, sous drogue, ou déconnecté de la réalité. Alors qu'en fait, Carroll, de son vrai nom, Charles Dodgson, était un prof de maths. Et encore plus drôle, un logisticien. Bref, un spécialiste de la logique. Et je trouve pas ça si choquant, parce que c'est en connaissant bien un domaine qu'on peut jouer avec ses codes. Et jouer avec la logique, il aimait bien ça, Carroll. Mais donc oui, Lewis Carroll était un prof de maths. Il aimait donc beaucoup les chiffres et les petites filles. Ah, on me dit dans l'oreillette que ça n'a rien à voir. Il n'empêche que Charles Lewis Carroll Dodgson était très proche des jeunes filles. Et on va passer assez vite sur ce sujet parce que je commence à me sentir sale. Je vais juste ajouter qu'il aimait la photographie. Et il était même très reconnu dans le domaine. Pourquoi tu photographies que des adolescentes nues? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu viens de dire maintenant? Tu répètes ce que tu viens de dire! Il faisait toutes sortes de photographies d'ailleurs, pas seulement des enfants. Bref, sa jeune fille préférée était l'une des filles du doyen de son école. Alice Liddell. Vous commencez à voir clair? Il était très proche des 3 filles du doyen, et il aimait leur raconter des histoires. Un jour qu'ils étaient partis faire un tour de barque cherchant un coin tranquille pour faire un pique-nique, Dodgson s'est mis à leur raconter une histoire, celle de la jeune Alice, tombant dans le terrier d'un lapin blanc. L'histoire plut tellement à Alice, la vraie, qu'elle lui demanda de lui donner une version écrite. Et ça fonctionnait tellement bien que plusieurs personnes lui ont conseillé de la publier. Et c'est comme ça que Alice au Pays des Merveilles et sa suite, de l'autre côté du miroir, ont vu le jour. Pas d'absinthe, pas de drogue, juste un voyage en barque et beaucoup d'imagination. Donc oui, aujourd'hui, un adulte qui aime beaucoup passer du temps avec des jeunes filles et les photographier, ça passe mal. Mais c'était peut-être simplement un homme à l'imagination débordante, s'ennuyant en présence d'adultes, et qui se sentait bien mieux avec les enfants, avec qui il s'entendait plus. En attendant, le dire à haute voix, ça reste un peu malsain. Pour oublier tout ça, avant qu'on passe au film, faites le moonwalk jusqu'au bouton like, et... Résumer Alice au Pays des Merveilles, c'est assez simple, parce que l'histoire est très découpée. Chaque passage est une sorte de petit chapitre du livre. Si on enlève le début et la fin de chaque scène, le liant, on pourrait presque les mettre dans l'ordre qu'on veut, que ça aurait tout autant de sens. Ou pas de sens, je sais pas. On rencontre donc Alice, qui est passionnée par les cours d'histoire, comme tout le monde, et qui du coup, décide de commencer à chanter. Ouais, comme ça, direct. Elle raconte que dans le monde de ses rêves, il y aurait des divagations. Dans mon monde à moi, il n'y aurait que des divagations. Des chats et des fleurs qui parlent. Et c'est là qu'un lapin blanc débarque. Comme tous les lapins blancs, il porte une veste. Mais celui-là est différent. Il a aussi une montre, et il dit qu'il est en retard. Alors que c'est bien connu, les lapins blancs à veste ne savent pas lire l'heure. Curieuse de savoir pourquoi il est en retard, Alice le suit, tout en se donnant des conseils, se disant qu'elle ne devrait pas y aller. Mais comme elle n'écoute personne et surtout pas elle-même, elle y va quand même, et tombe. S'écrase 5 mètres plus bas, morte. Non attends, j'ai déjà fait cette blague pour Blanche-Neige, sérieux, 8 épisodes, tu commences déjà à te répéter? Alice tombe, mais ça l'inquiète pas trop. Elle prend le temps de s'asseoir, de prendre un bouquin, de s'observer alors qu'elle passe dans le miroir à l'envers. Je trouve ça personnellement génial visuellement, mais elle est toujours tranquille. Arrivée plus ou moins au centre de la Terre, la tête en bas, elle débarque chez les Looney Tunes. Ah non, mauvais film, elle débarque dans un couloir expressionniste allemand. Tu m'étonnes que ça a intéressé Burton. Et continue à poursuivre le lapin blanc. Est-ce qu'elle se rend compte que c'est pas du tout approprié? J'ai aussi essayé de suivre des gens comme ça pour savoir où ils allaient, ils ont pas aimé, hein. On en arrive à la première rencontre, la poignée de porte. Et je me rends compte que si je continue comme ça, la vidéo va faire 1 heure. Donc on va un peu accélérer. Elle rencontre une poignée de porte qui lui fait des blagues pas drôles, elle boit une potion encore une fois sans suivre ses propres conseils, devient petite mais n'a pas la clé, donc mange un biscuit pour grandir mais alors elle a la clé mais elle sait plus passer la porte. Oui, c'est comme ça pendant tout le film. Elle pleure, inonde tout, puis redevient petite et passe par le trou de la serrure.
Ouais, donc en fait, elle avait pas besoin de la clé, mais t'es vraiment un con. Arrivé de l'autre côté, un dodo avec une pipe se fait pousser par un autre oiseau. Attends, en fait, le film dit à voix haute, c'est une partie de Camoulox d'1h15. Je fume un néon et je saute sur Olivier Mine. Enfin arrivé au sec, Alice rencontre Tweedledee et Tweedledum, deux personnes aussi bien animées qu'énervantes, qui lui racontent une petite histoire beaucoup trop longue avec un morse qui bouffe des huîtres. Tout ça pour dire qu'en fait, la curiosité, c'est un vilain défaut. Merci. Elle retrouve enfin le lapin, qui la prend pour Marianne, c'était un des noms qu'on donnait aux servantes à l'époque, et il lui demande d'aller chercher ses gants. À l'étage, elle se sert sans réfléchir dans sa boîte à biscuits, et bien sûr que tu grandis. T'as pas encore compris qu'il faut éviter de manger ou de boire les trucs sur lesquels il est écrit « bois-moi » ou « mange-moi ». Elle est alors prise pour un monstre et le dodo revient, ainsi qu'un lézard avec une échelle. Alors autant apparemment pour les bases de l'histoire, Carole était sobre, autant là j'hésite à me faire livrer une caisse d'absinthe, pour préserver mon état mental en lisant ces lignes. Les 3 rencontres suivantes sont encore moins plaisantes. Il y a d'abord les fleurs et leurs chansons un peu chiantes, qui sont au final plutôt des mauvaises personnes, pour rien dire de plus, sauf eux je les aime. Puis, la chenille et son narguilé, dans une séquence que j'aime beaucoup, même si le personnage est antipathique au possible. Et enfin, cet oiseau insupportable qui ne fait qu'hurler qu'Alice est un serpent, qui veut manger ses œufs. Et là je me dis, mais pigeon, t'as jamais vu un serpent de ta vie ou quoi? C'est en fait beaucoup plus logique dans le livre, où après avoir mangé un peu du champignon, il n'y a que le cou d'Alice qui grandit, la faisant ressembler à un serpent. Arrive alors enfin l'un des personnages les plus appréciés du film, par son design, son animation et sa personnalité, puisqu'il est le seul à réellement se rendre compte de sa folie, en faisant du coup peut-être le plus sain d'esprit de la région, le chat. Chat Chafouin, chat Chester de chez Shire, bref, le chat. Des chansons sans sens, un sourire flippant, des conseils bizarres, mais au final, c'est l'un de ceux qui va réellement aider Alice, dans sa recherche du lapin blanc. Pour ça, il l'envoie vers le passage le plus barré du film. Un film qui est déjà très très barré, donc vous imaginez, chez le Chapelier Fou et le Lièvre de Mars. J'adore cette scène, du début à la fin. Son rythme est incroyable, tant visuellement qu'au niveau des dialogues. Le fait qu'Alice ne boive jamais de thé parce qu'on lui enlève toujours sa tasse. La tonne de gags, l'inventivité de tout ce qu'ils font avec les théières et le thé. Le coup de la demi-tasse, les oreilles pour couper le flot du thé, le chapelier qui mange sa soucoupe, la théière œuf, le lapin qui s'exclame d'un coup. La réparation de la montre du lapin blanc, qui retarde de 2 jours et 10 secondes, ce qui en soi est déjà très drôle. La chanson culte évidemment. Et ce que je préfère, c'est peut-être que, dès qu'Alice s'en va, il continue comme si de rien n'était. C'est de la folie à l'état pur et c'est vraiment génial. Et pour ceux qui se demandent pourquoi un chapelier serait fou et pourquoi le lièvre est spécialement de Mars, ça s'explique. Tout à fait, Jamy. D'abord, le lièvre en Mars est à la recherche d'une femelle et se comporte comme n'importe qui à la recherche d'une femelle, c'est-à-dire n'importe comment. Pour le chapelier, c'est un peu moins drôle. À l'époque, les faiseurs de chapeaux, les chapeliers donc, utilisaient certains produits, dont du mercure. Après des années d'exposition, ils développaient des symptômes comme des tremblements, des difficultés à parler, des pertes de mémoire et des délires. Ouais, c'est moins fun. Alice les quitte enfin et se retrouve dans une forêt, pleine d'animaux-objets astucieux mais qui semblent un peu avoir été foutus là parce qu'ils avaient aucun autre endroit où les mettre. Après un remake bizarre de la scène où Blanche-Neige pleure et est réconfortée par les animaux, elle est retrouvée par le chat qui lui montre un passage secret vers chez la reine. Là-bas, des cartes peignent des roses en rouge pour pas être décapités, sauf qu'ils font ça mal et se font quand même décapiter. Alice fait une partie de croquet avec la reine, avec des flamants roses et des hérissons bien sûr, et après que le chat ait fait trébucher la grosse, Alice est emmenée devant un tribunal, parce que la reine la pense coupable. Pour essayer de s'en sortir, elle mange 2 bouts de champignons, un pour grandir et l'autre pour rapetisser, ce qui est débile. Du coup, elle grandit et fait sa maline, puis rapetisse et se sent un peu conne. La reine ordonne qu'on l'attrape, ce qui transforme les cartes en écran de victoire de solitaire. Alice s'enfuit, repasse par presque tous les endroits qu'elle a visités plus tôt, puis se retrouve devant la porte du début. Elle veut sortir, mais la poignée lui dit qu'elle est déjà dehors. Et en effet, elle est là, endormie. Parce qu'en fait, c'était un rêve! Ouais, ça étonne absolument personne et on s'en fout, c'est pas un film à twist non plus. Elle se réveille, va boire un thé et c'est fini. Et c'était un voyage, hein. Un voyage dans un imaginaire débordant, mis en image avec brio. C'est une invitation au rêve, aux divagations. Divagation. À l'acceptation du non-sens. C'est une histoire simple, pas moralisatrice. Ce qui était presque inédit à l'époque où toutes les histoires pour enfants devaient être conclues par une morale, pour leur apprendre les bonnes manières par exemple. Ici, Carole fait tout le contraire. Alice ne suit même pas ses propres conseils, et des personnages comme la reine sont là pour se moquer des adultes, qui ne font que réprimander les enfants, qui n'ont pas une posture ou une diction parfaite. À sa sortie, le film n'a pas fonctionné. Alors qu'il a eu droit à une campagne de pub plutôt solide avec une émission spéciale à Noël, sponsorisée par Coca-Cola. Mais le film s'est planté, et Disney l'a totalement renié, disant qu'il n'avait pas tant supervisé que ça la production, qu'il aimait pas le personnage d'Alice, qui était trop passif, qui ne véhiculait aucune émotion, mais aujourd'hui, le film est pourtant reconnu comme l'un des plus grands classiques Disney. Et je suis plutôt d'accord avec ça, c'est un film que j'adore, il a ses soucis.
beaucoup de chansons, beaucoup, 14, c'est trop, c'est plus que dans tous les autres classiques, c'est beaucoup trop. Et des passages comme celui du Morse et des huîtres, ou la chanson des fleurs qui me touchent pas plus que ça. Mais dans son ensemble, avec des folies comme la fête de non-anniversaire, les dialogues et l'animation du chat, les jeux de mots, l'intelligence derrière le non-sens, le rythme de certains passages, et puis le fait que ce soit un ovni total dans la liste des classiques Disney, tout ça fait que je donne à Alice au Pays des Merveilles un 8 sur 10, et qu'il se classe en deuxième position de mon top, derrière Pinocchio. Merci à tous d'avoir regardé, si ça vous a plu, partagez à fond. On se rapproche des 200 abonnés ici et des 500 sur Insta, donc c'est super. Alors vraiment, si vous voulez faire un truc pour me soutenir, le partage c'est le plus important. Je suis sûr que vous connaissez au moins une personne qui kiffe Alice au Pays des Merveilles. Alors envoyez-lui cette vidéo. Dans 2 semaines, on s'attaque à une autre adaptation d'un classique britannique, Peter Pan. Ciao!